For this news hour on Spectrum Television, ladies and gentlemen, welcome. Making news tonight, Cameroon's political capital Yaoundé plays host to the second ordinary session of the Steering Committee for the Public Governance Support Project. The session enabled multi-sector experts to approve a budget of nearly 9 billion CFA francs for the 2025 financial year. Olivier Bouzike will give us more details in tonight's edition of the APM Bilingue newscast. Lawyers claim rights violation for Christelle Bellabikwa in urinating in Cockport incident, demand recognition of presumption of innocence and rights of image. Ines Pangang with more details tonight. Good evening once again, ladies and gentlemen, and thanks for joining us. Tonight's newscast opens in the French language with you, Makeda Ledini-Tom. Good evening. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Yaoundé abrite actuellement la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance des finances publiques. Les travaux ont déjà permis aux experts multisectoriels d'adopter un budget de près de 9 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouzike. Cette deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance des finances publiques qui se tient à Yaoundé est présidé par Jean Tchofo, le président du comité. Les travaux ont abouti à l'approbation et l'adoption du programme de travail et du budget annuel du projet pour l'exercice 2025. Que le comité de pilotage s'est prononcé sur le montant d'environ 9 milliards 300 millions pour comme budget annuel du projet pour l'année 2025. Les principales activités que ce budget va financer, c'est notamment au niveau de la Direction générale des impôts, la facturation électronique et la digitalisation de la retenue à la source. L'enjeu majeur de ces activités est de parvenir à l'optimisation de la collecte des dépenses publiques. Le projet s'appuie sur les défis auxquels le pays était confronté par le passé sur ce plan. Au moment de l'évaluation de ce projet, en 2021, la pression fiscale était de 12,5 et très en deçà de la proportion africaine qui est évaluée en son temps, c'est-à-dire en 2021 à 18%. Donc concrètement, le plus grand objectif, c'est l'optimisation de la collecte des dépenses publiques. L'objectif à terme est de recourir de moins en moins à l'emprunt extérieur. Économie, toujours lettre circulaire relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées. Un atelier de vulgarisation a eu lieu ce jour dans la ville de Douala. Il faut rappeler que cela concerne l'exercice 2025. Il est question d'expliquer aux participants les innovations contenues dans cette lettre sont principalement ciblées les présidents des conseils régionaux, maires, receveurs municipaux, entre autres. Les détails avec vous, Léla Reine-Gonzu. Dans l'optique d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans l'exécution de leur budget, le ministère des Finances élabore depuis 2021 la lettre circulaire relative à l'exécution, au suivi et au contrôle des budgets des CTD. Ce 20 février 2025, un atelier national de vulgarisation et d'échange sur la dite circulaire pour l'exercice 2025 s'est tenu à Douala pour le pôle comprenant le littoral et l'ouest. On a d'échanger ou de communiquer sur les innovations qui vont encadrer l'exécution du budget de l'exercice 2025. Comme nous le savons tous, cette année est une année importante dans le climat politique de notre pays. Et donc nous devons veiller à ce qu'au niveau local, les ordonnateurs, les acteurs de l'exécution du budget soient outillés à suffire pour exécuter avec efficacité et efficience les budgets à leur niveau. Les ressources se font rares, le contexte est particulièrement difficile. Donc il est important d'être discipliné et surtout d'avoir toutes les méthodologies nécessaires à les faire pouvoir atteindre les objectifs de développement que le chef de l'État appelle de tous ses voeux pour que le bien-être des populations soit garanti par l'exécution des budgets au niveau des collectivités territoriales décentralisées.
En tant que ministère participant à l'élaboration de cette lettre circulaire, mais aussi département ministériel suivant au quotidien les collectivités territoriales décentralisées, cet atelier de vulgarisation et d'échange a vu la présence d'acteurs du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire et du ministère de la Décentralisation et du Développement local. Nous sommes une équipe composée de tous les acteurs au niveau gouvernemental qui suivent au quotidien les collectivités territoriales décentralisées, les responsables du MINFI, les responsables du MINEPAT, les responsables du MINDEVEL, les responsables même des marchés publics, le fait d'avoir toute la complétude de tous les maillons de l'exécution de la dépense pour répondre à toutes les préoccupations des responsables au niveau local, mais aussi pour recueillir de leur bouche les difficultés auxquelles ils font face afin d'améliorer les outils que nous préparons chaque année pour faciliter l'exécution des budgets au niveau local. Promouvoir l'orthodoxie budgétaire, financière et comptable, ainsi que l'atteinte de la performance, la lettre circulaire du MINFI veut optimiser l'exécution des budgets dans le respect du calendrier budgétaire. Notons que cet atelier se déroule simultanément dans 5 pôles, chaque pôle concernant 2 régions, à savoir centre et sud pour le 1, littoral ouest en 2, sud-ouest nord-ouest en 3, Adamawa Est en 4, extrême nord et nord en 5. Sont ciblés les présidents des conseils régionaux, présidents des conseils exécutifs régionaux, maires, receveurs municipaux et régionaux, pour ne citer que cela. Talk about our workshop. Well, let's take a listen to the mayor of Bafoussam, Roger Tafam, who explains the importance of this meeting. I think this workshop is something that used to happen every year. You know, for each budget, there's always a circular to explain how the budget is going to be executed. So the seminar of today is not a new thing. It's not linked to a particular difficulty. It's just the fact that with finances, it is always necessary to be trained every time. If army men who are working for the army, they always do training. So I think it is also necessary for the actors of finance to always get trained so that every day they can do better than the day before. Et on reparle de Christelle Bella-Bikwe, la restauratrice qui urinait dans la marmite d'eau coque à Yaoundé. Ses avocats estiment que les droits de celle-ci n'ont pas été respectés par les officiers de la police judiciaire. Elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et du droit à l'image, affirme le collectif d'avocats. Un point de presse a été donné ce jour à Yaoundé justement par son conseil. Reportage. Après l'arrestation et la restitution des faits dans l'affaire des urines dans le coq, la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun, qui se constitue en collectif des conseils de Christelle Bella-Bikwe et compagnie, affirme qu'aucun élément ne justifie ce qu'elle estime être un acharnement. La présomption d'innocence ou encore le droit à l'image n'ont pas été respectés. C'est un dossier d'une extrême sensibilité. C'est un dossier d'une extrême sensibilité et la portée, ou alors l'ampleur, ou alors l'utilisation qu'on en a fait, c'était un peu choquant. C'était un peu jeter les gens en pâture. C'était un peu comme si on voulait une sorte de vindicte populaire. Ce collectif dit attendre la qualification des faits par le procureur de la République parce que trouvant curieuse celle définie par les OPJ en charge du dossier que sont altération d'aliments, de publication d'images obscènes et de tentatives de pratiques de sorcellerie. La qualification des faits, le procureur de la République n'est pas lié à la qualification des faits par les officiers de police judiciaire. Et le juge aussi n'est pas lié à la qualification faite par le procureur de la République. L'infraction visée, altération des denrées, c'est une contravention, hein. Ce n'est pas un délit. Sur la publication d'images obscènes, la responsabilité pénale est individuelle. Quand on entend quelqu'un comme Christelle Bella-Bikwe sur la publication obscène de cette vidéo-là, qui a rapporté la preuve que c'est elle qui a publié cette vidéo. Maintenant, sur la qualification de tentative de pratique de sorcellerie, il y a tentative lorsqu'il y a un commencement d'exécution d'un acte qui est interrompu par
un fait indépendant de la volonté de l'auteur de l'infraction. Donc cela ferait encore l'objet d'un débat. Un point de presse du collectif du conseil de Christelle Bella Bikoué et Loga Boum Joseph Boniface est donné ce 20 février 2025 à Yaoundé. Affaire à suivre. L'Afrique doit discuter avec les autres continents tout en gardant son indépendance et ses particularités. L'idée est défendue dans la revue La Nouvelle Pensée africaine présentée hier à Yaoundé, à l'université Yaoundé 1 par les universitaires et le CER d'Otola. Plus de détails avec Inès Pangan et Thierry Hond. La Nouvelle Pensée africaine, un mouvement pour inviter les autres à l'échange en toute indépendance des universitaires de l'Afrique. Elle veut être une pensée de l'audace, des solutions aux problèmes africains en respectant les méthodologies reconnues par les sciences. Le travail doit se faire du bas vers le haut, avec une industrialisation des traditions et aussi du haut vers le bas. L'essentiel des Africains, par exemple, quand ils sont malades, ils recourent à la médecine traditionnelle. Il est question de prendre ces pratiques par le bas et de les systématiser à l'université pour en faire de nouveaux produits capables de soutenir une vie plus viable pour tous les Africains. D'où le concept d'industrie-tradition ou industrialisation des traditions du plus grand nombre que porte le CER d'Otola. En même temps, il y a un ruissellement des connaissances de haut en bas, si l'on peut dire, c'est-à-dire de l'université vers ces pratiques-là, afin de les systématiser et de mettre les productions africaines populaires au meilleur niveau scientifique et technologique mondial. La Nouvelle Pensée africaine, une revue qui veut impulser la transformation structurelle dans tous les domaines sur le continent africain. Qu'est-ce que l'Africain n'a pas apporté qui est particulier à l'Africain? Nous avons bien compris que ici, la puissance dont parle de l'Afrique n'est pas une puissance qui va menacer l'autre, une puissance qui va engloutir l'autre, mais une puissance qui fait vivre l'autre pour qu'on soit un. Renouveler et ragaillardi de l'homme africain par-dessus les ratatinements que l'histoire lui a imposés et que les décivilisateurs, qu'on a appelés civilisateurs, ont imposé à la marche en avant de l'Afrique dans l'histoire. Universitaires, ministres, politiques et autorités traditionnelles se retrouvent ce 19 février 2025 à l'université de Yaoundé 1 pour la présentation mondiale de la revue La Nouvelle Pensée africaine. Elle est éditée par le CER d'Otola, qui est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Supporting structural transformation in all areas in Africa is one of the challenges of the journal New African Thought, a project supported by the International Center for Research and Documentation on African Traditions and Language, CER-d'Otola. Let's get more details in this excerpt. The first issue of the journal, the maiden issue of the New African Thought Journal, is an event. As you can see from the physical viewpoint first, how it has been organized by the Executive Secretary of the International Center for Research and Documentation on African Traditions and Languages, Professor Charles Binambikoy. He wanted us to make a world stage presentation, and that's what we are doing. We are connected to the world, and indeed this is a new intellectual impulse that is meant to renew thought and action for Africa's transformation in all domains. And it has stemmed from Cameroon and Central Africa and CER-d'Otola, founding and other member countries, but it has to irradiate all of the continent and the world in order to usher the new Africa that has to make a difference in the 21st century. New south of the country to Nigeria, well, the Nigerian government says it wants to raise its profile as a hub for agricultural exports in 2025 through what it's calling the Earn from the Soil initiative. The program is also an attempt to reduce the nation's dependence on oil revenue. The Voice of America, a foreign partners, has the story. Moses Diogo, a 59-year-old retired civil servant, has been farming for nearly 30 years. On his 10-hectare farm, he grows rice, beans, and peanuts. He hopes to expand production under the Earn from the Soil initiative. Diogo says with an equivalent of $2,000, he believes he could significantly increase his production.
If I'm able to get 3 million naira, it will help me more. Because last year I planted about 2 hectares of groundnut. But this time around, I said by the grace of God, at least between 4 or 5. Funded by the Central Bank of Nigeria, the initiative has allocated over $32 million for low-interest loans to smallholder farmers, tax incentives, and plans to create more export zones for global market access. It is focusing on expanding subsistence farming into larger-scale agricultural operations focused on high-value crops like cocoa, sesame, cashew nuts, and ginger for export. Diogo says while this is a good initiative for farmers, he's yet to access government grants or credit support. I have tried in such a way that at least the procedure, how to get this support. But I tried. All of these proved abortive. But at times when this thing comes, it is difficult for some of us to meet up with the procedure, to know a person, to this and that. Even though it comes, there are some selected ones that normally would not help. Agriculture contributed about 22.6% to Nigeria's overall GDP and made up about 5.4% of its total exports in the second quarter of 2024, according to the National Bureau of Statistics. Abuja-based agribusiness consultant Bridget Okpokoro says there's room for growth, but infrastructure issues need to be addressed. So we need to increase our capacity of production. We are not able to do that yet because the smallholder farmers are not empowered enough to be able to take on this challenge. Another reason why we cannot export is that I don't think we're meeting the standards of exporting outside the country. Okpokoro says targeted policies and training to empower smallholder farmers and align with Nigeria's export goals. If government can come in or other stakeholders can come in and create policies, for example, tax reduction, tax incentives, policies that will make it easy for the farmers who are ready to export. For Nigeria to meet its 2025 goal of becoming a leading agricultural exporter, experts say it must turn ambition into action by educating and equipping smallholder farmers with modern tools and supportive policies. For Gibson Emeka in Abuja, Nigeria, Anthony Labruto, VOA News. Toujours à l'international au Niger, ce jeudi, les assises nationales proposent une transition de 5 ans depuis le coup d'État de 2023. Et puis la France retrocède à la Côte d'Ivoire sa base militaire historique près d'Abidjan. Plus de précisions dans le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec VOA. Les assises nationales au Niger ont recommandé une transition de 5 ans renouvelable permettant aux dirigeants militaires actuels de se présenter aux futures élections. Le président de la Commission nationale des assises, Mamadou Harouna Djingare, a déclaré que les partis politiques seraient dissous, une nouvelle charte autorisant la création de 2 à 5 partis politiques. La France a rétrocédé jeudi à la Côte d'Ivoire la grande base militaire qu'elle occupait depuis près de 50 ans près d'Abidjan. Le retour dans le giron ivoirien de la base, abritant le 43e bataillon d'infanterie et de marine à Port-Boué, a été acté lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des 2 pays. L'opposant guinéen Abdoul Sako, enlevé mercredi à son domicile en banlieue de Conakry par des hommes encagoulés, a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné par ses ravisseurs, ont annoncé jeudi ses avocats. L'enlèvement de M. Sako, un des responsables des forces vives de Guinée, a suscité de vives protestations à travers le pays. L'Érythrée a accusé jeudi son voisin éthiopien de mener une campagne intense et inacceptable de dénigrement à son encontre. Dans un contexte tendu entre les 2 voisins, l'ONG Human Rights Concern Eritrea a affirmé mardi qu'Asmara a ordonné une mobilisation militaire nationale pour tous les citoyens de moins de 60 ans. In sports, title holders Victoria United are back to winning ways after Richmond G's Brace aided them as defeat Union Sportive with 2-1 at the Bonamoussadi Stadium in an advanced match day 13 fixture of the MTN Elite One Championship. While in another fixture, Wisokoton Swab Garoa saw Dinamo by 1-0, with the Gazelle not so lucky despite taking an early lead, falling in the hands of Tantes Sportive as they lost by 1-2.
Let's take a roundup of those 3 games in this report. Victoria United staged a remarkable comeback to defeat Union Sportive 2-1 at the Bonamusadi Stadium on Wednesday, February 19, ending their 4 games winless streak in the Elite 1. Richmond G emerged as a hero for Popo, scoring both goals in the second half after an early strike from Union's Mahaman Awalu. The match kicked off with Union Sportive making an explosive start. Mahaman Awalu found the back of the net just 1 minute into the game, giving Union Sportif an early lead and setting the tone for a strong first half. Lenasara Kamakai showcased a solid defensive performance, effectively containing Victoria's attack while creating several promising opportunities of their own. Despite their efforts, they were unable to extend the advantage, leaving them vulnerable as the match progressed. The second half saw a dramatic shift in momentum. Victoria United came out with renewed energy and vigor, pushing Union onto the back foot. As the pressure mounted, Union struggled to maintain their composure and began making critical errors. Richmond G capitalized on these mistakes, scoring his first goal in the 62nd minute to level the score. His second goal came in the 83rd minute, completing the turnaround and sending Victoria supporters into jubilation. G's performance not only secured vital points for his team, but also marked his return to form after a challenging period. Following this game, Bonaventure Jonkep, newly appointed coach of Union Sportive, acknowledged the need for improvement. He mentioned that he had analyzed his team's recent performances and was determined to impose his tactical vision moving forward. Union Sportive's current form is concerning. They have now lost 8 of their 13 matches this season, maintaining only 3 wins and 2 draws. With 11 points, they find themselves firmly in the relegation zone as they look to regroup and salvage their season. In other advanced fixtures of March Day 13, Kotomspo of Garua secured a narrow 1-0 victory over Dynamo of Douala, propelling them to 2nd place in the league standings. Meanwhile, Gazelle was unable to maintain their 1-0 lead against Panther, ultimately losing the match 2-1 despite Panther missing a penalty opportunity. That report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makidaliti. Au revoir, Fanny Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.